For those who do not have yet the Google Real-Time Translator, you have some headset right away. Je vais parler en français maintenant. J'ai été fasciné d'abord d'avoir autant d'entrepreneurs sur la scène et des Français. On parle toujours de la French Tech, mais là, j'ai été assez ébloui par ce que j'ai entendu et c'est très bon augure. On va changer de registre. La personne donc, qui va venir au micro est une personne qui est très appréciée de notre communauté, qui a un job pas facile d'ailleurs, parce que à la fois Sébastien est au centre du réacteur, il coordonne. J'aime pas ce mot réguler parce que c'est une connotation péjorative, mais à la fin de la journée, on est dans un monde, j'ai horreur de ce mot galvauder l'écosystème, où on est en totale interdépendance. Et donc, j'apprécie beaucoup Sébastien et le travail qu'il fait, parce que c'est un équilibre instable qu'il doit rendre stable en repensant la création de valeur créée, en étant sûr que notre industrie soit pérenne. Donc Sébastien, je te donne le micro et merci d'être avec nous encore. Et puis bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté. Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur d'être ici. Actually, I've been speaking in English all the year as chairman of BEREC, which is the body of European regulators, and I take the opportunity to speak in French in an international conference in Montpellier. Thank you for giving me this opportunity. Montpellier est une ville qui est chère à mon cœur, puisque j'ai étudié de l'autre côté de l'esplanade au lycée Joffre. J'y ai des attaches familiales. C'est une ville qui est évidemment une magnifique ville, mais dont je me réjouis de voir un écosystème entrepreneurial et technologique aussi dynamique, à la fois avec des personnalités très impressionnantes comme Bertin Nahum, un écosystème, pour utiliser ce terme, de la French Tech qui est florissant, avec un engagement des pouvoirs publics locaux qui est vraiment exemplaire. Et puis, bien évidemment, last but not least, l'IDAT, dont je suis vraiment très heureux de pouvoir être présent pour ce 40e anniversaire, qui n'est qu'un rendez-vous dans une longue histoire dont on est certain qu'elle va continuer. Bravo à l'IDAT et merci de cette invitation. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, alors évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, la régulation, c'est la partie la moins intéressante dans les conférences. Mais bon, quand même, on fait partie de votre vie, aux entrepreneurs, aux entreprises qui investissent. Et donc, je voulais dire quelques mots sur les grands enjeux des débats de régulation qui existent aujourd'hui en Europe, et puis sur les débats qui, de mon point de vue, n'existent pas en Europe, et ce qui pose pour moi un grand problème. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un truc. Vous avez un cliqueur juste ici, sur le pupitre. Super, merci beaucoup. Donc le premier débat qui a été évoqué ce matin par notamment le représentant de Telefonica, par le représentant de AT&T également, c'est la question des investissements. Et là, je voudrais être assez clair sur le fait qu'il faut qu'on sorte d'un débat stérile entre des entreprises qui disent « pour investir plus, j'ai besoin de moins de régulation » et des régulateurs qui disent « bon, moi, l'investissement, ça ne m'intéresse pas tellement, ce qui compte pour moi, c'est la concurrence ». Et ce que nous essayons de faire à l'ARCEP et ce que nous avons essayé de promouvoir au sein du BEREC au niveau européen cette année, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse une grande opération de réconciliation. Parce que ce que nous voyons, c'est que c'est vrai que quand la régulation est trop focalisée sur la concurrence low cost, alors oui, je le dis clairement, cela peut poser un problème sur l'investissement. Mais inversement, l'idée selon laquelle c'est en dérégulant qu'on promouvrait l'investissement est une idée fausse, puisque ce que nous voyons dans tous les marchés où la concurrence est faible, les marchés en monopole et les marchés en duopole, c'est qu'il y a des graves problèmes d'investissement. Et là, je dis bien d'investissement efficace, parce qu'on peut voir des chiffres dans lesquels on vous montre qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. On voit notamment aux États-Unis qu'il y a une somme colossale de dollars qui sont mis dans les réseaux. Et ça, je ne veux pas le nier. Mais est-ce que ces dollars sont toujours efficaces quand on est dans un modèle qui duplique massivement les infrastructures? La différence fondamentale entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'en Europe, nous partageons les réseaux. C'est le dégroupage de la boucle locale.
c'est un certain nombre d'opérations de partage sur les réseaux mobiles. C'est ce que nous faisons dans la fibre avec des schémas de co-investissement dans lequel l'effort d'investissement de tous est mis en commun au service d'une même infrastructure. Et donc, ce que nous devons construire, et ce que nous essayons de construire à l'ARCEP, et que j'essaye d'entraîner mes camarades européens dans cette direction, certains sont d'ailleurs déjà complètement convertis à cette stratégie, c'est d'inventer la régulation pro-investissement. Pour moi, il n'y a pas de contradiction dans ces termes. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais plus particulièrement depuis 3 ans que je suis à la tête de l'ARCEP. Et nous constatons que cette régulation pro-investissement, eh bien, ça marche. Nous prenons un certain nombre de décisions sur le secteur des télécoms, notamment, et nous observons donc depuis 3 ans vraiment une croissance forte de l'investissement. 7 milliards d'euros était un peu le chiffre d'investissement ces dernières années, que plus ou moins, on était plus ou moins au-dessus, plus ou moins en dessous. Et puis on est passé à 8 en 2016, à 2015, on est passé à 9 en 2016, et puis cette année, on verra, mais en tout cas, tous les signaux nous montrent que cette tendance forte se confirme. Et ça, c'est une série de décisions dans lesquelles nous avons été amenés à nous fâcher avec à peu près tout le monde. Je tiens à le dire, effectivement. Merci d'avoir rappelé le rôle ingrat du régulateur. Nous avons poussé à ce qu'il y ait des règles claires qui fassent la différence entre ce que c'est une offre de câble et une offre en fibre. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un facteur 10 dans l'investissement. Nous avons demandé à ce que les opérateurs qui partagent leur réseau mobile puissent mettre des limites à ces partages. Et nous avons notamment poussé Free, qui utilisait le réseau d'Orange, par son fameux contrat d'itinérance, de mettre progressivement fin à ce contrat pour sécuriser le modèle d'investissement du marché. Nous avons mis clairement sur la table le fait que Orange, qui est la locomotive de la fibre en France, et c'est une bonne nouvelle, ne pouvait pas rester seul, et qu'il fallait créer les conditions pour que les autres montent à bord. Nous avons tapé du poing sur la table lorsque nous avons vu que la 4G était sur une trajectoire qui n'était pas satisfaisante par rapport aux obligations légales de couverture. Nous avons utilisé des instruments de mise en demeure, y compris anticipés, pouvant donner lieu à des sanctions. Les opérateurs ont corrigé le tir. Dans toutes les situations, nous avons toujours poussé à ce que les opérateurs investissent. Peut-être de manière encore plus importante, nous accompagnons les opérateurs à monétiser ces investissements. Et c'est la décision que nous avons prise à travers les cartes de couverture mobile. Nous avons publié des cartes de couverture mobile extrêmement précises en open data qui comparent la couverture des 4 opérateurs. Le constat, c'est qu'il n'y a pas un opérateur qui est meilleur que les autres partout. Le constat, c'est qu'il faut aller sur monreseaumobile.fr, qui est notre site internet, et regarder précisément là où est la meilleure couverture pour vous. Si vous êtes flemmard, vous pouvez utiliser une application mobile, il y en a certainement plusieurs qui vont exister, pour l'instant il n'y en a qu'une qui s'appelle Cosby, dans lequel vous installez un petit tracker sur votre téléphone qui vous suit par exemple pendant une semaine et qui va faire une carte de vos lieux de présence, une carte pondérée. Chez vous, au travail, dans la ligne de métro, dans une route en voiture, au club de gym de votre petite fille. Et grâce à cette carte de présence, va aller chercher des données en open data sur la couverture des opérateurs, et grâce à ça, vous faire votre podium, vous dire, pour vous, le meilleur opérateur qui couvre le mieux, c'est celui-là. Et sachez que ça n'est pas tout le temps le plus grand opérateur français. Ça n'est, encore une fois, pas toujours le même opérateur qui couvre partout. Qu'est-ce que nous voulons à travers ce type d'application en les encourageant ? C'est faire en sorte que les opérateurs qui font l'effort d'investir, parce que ça coûte de l'argent d'investir, puissent être récompensés par les clients qui ont un pouvoir magique qui est de changer d'opérateur. Lorsque, effectivement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'opérateur qui est le meilleur pour eux en termes de service. C'est ça, la régulation pro-investissement, et nous allons continuer à la faire, parce que nous voyons qu'elle produit des résultats. Et donc, évidemment, au niveau européen, je ne vais pas m'attarder, on ne va pas refaire le débat de Bruxelles ici. J'ai passé toute mon année à faire de la pédagogie sur ce sujet. Le débat européen, oui, on est d'accord, Gigabit Society, 5G, fibre, oui, c'est ça la priorité. On a déjà un marché concurrentiel en Europe. Mais le sujet, ce n'est pas comment est-ce qu'on remet en cause cette concurrence pour avoir ces investissements. C'est comment on s'appuie
sur cette équipe d'opérateurs qui investissent pour que tous ensemble, on aille vers cette Gigabit Society. C'est ça le sujet, et c'est ça la régulation pro-investissement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il reste un débat qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existe pas assez à Bruxelles. Et je voulais en parler ce matin, parce que je trouve que les présentations qui ont eu sont tout à fait illustratrices de ce sujet. C'est la question de l'innovation. Quelle est la bonne régulation? Quelle est la bonne politique publique pour l'innovation? Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre l'innovation? En général, surtout dans ce genre d'enceinte, tout le monde est pour l'innovation. L'innovation, c'est bien. Mais après, la question, c'est, d'accord, mais quel type d'innovation voulez-vous? Là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Ma conviction fondamentale, c'est que l'Europe, aujourd'hui, souffre d'un handicap très fort, qui est qu'elle n'a pas de grands acteurs de l'Internet. On le voit dans des débats qui existent aujourd'hui, notamment Laurent Alexandre, qui est assez vocal sur le sujet. Dans la compétition de l'intelligence artificielle, ça a été aussi souligné par Olivier Huard, revenant de Chine, dans le jeu mondial sur l'intelligence artificielle, il va falloir des mastodontes qui ont accès à des jeux de données. Il est où le mastodonte européen? J'ai beaucoup de respect pour les opérateurs télécoms qui jouent un rôle très important, bien sûr, dans l'animation de l'écosystème numérique. Mais il y a quand même peu de chances que ce soit eux qui soient demain des grands acteurs à l'échelle mondiale de l'intelligence artificielle. Et donc, l'obsession qui devrait être la nôtre en Europe, c'est d'accompagner des entreprises qui n'existent même pas encore. C'est-à-dire d'accompagner des startups et de leur permettre d'exister, de croître et d'atteindre les sommets. Ça devrait être ça, notre obsession absolue, tous au sein des pouvoirs publics quand on parle de numérique. Et je dois dire que ça n'est pas toujours le cas. Alors, on a essayé de faire un peu modestement à notre échelle en France un exercice l'année dernière à l'ARCEP en travaillant avec toutes les institutions qui étaient intéressées par l'Internet des objets pour savoir quels étaient les enjeux en tant que régulateur autour de l'Internet des objets. Donc on a rassemblé la CNIL, l'ANSSI sur la cybersécurité, la Direction générale des entreprises, l'Agence des fréquences et France Stratégie. Et la principale conclusion que nous avons tirée, c'est que la meilleure des stratégies en matière de régulation de l'Internet des objets, c'est rien. C'est-à-dire que les régulateurs, il faut qu'on reste extrêmement modeste sur ce sujet. Mais en même temps, ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce qu'on peut avoir une valeur ajoutée, je pense qu'elle peut être importante, pour favoriser le développement de l'Internet des objets. Pas seulement l'Internet des objets des grands acteurs. On a entendu l'engagement de AT&T sur l'Internet des objets et je m'en réjouis. On sait qu'il y a tout l'écosystème mobile qui est mobilisé sur la 5G et je m'en réjouis. Mais on a entendu aussi ce matin des technologies alternatives, les fameux réseaux LPWAN, avec notamment 2 entreprises françaises, Sigfox et Actility, qui sont très engagées dans ces technologies. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner l'émergence de ces technologies. Et donc, nous, notre impression, c'est que la première chose qu'on peut faire en tant que régulateur, c'est d'essayer de dissiper le brouillard dans une certaine interrogation qui peut exister sur les technologies. On sait, par exemple, que ces technologies LPWAN, elles posent des questions parce qu'elles utilisent des fréquences libres. On est habitué à avoir des opérateurs télécoms qui ont des fréquences dédiées, bien protégées, etc. Là, on est dans des fréquences libres. Nous pensons que ce n'est pas le Far West, les fréquences libres, et que la liberté est au contraire une bonne manière d'organiser le spectre. Mais on est conscient qu'il y a des inquiétudes. Et donc, pour éviter le Far West, on s'est dit, eh ben, ce serait pas mal qu'il y ait un shérif. Mais pas un shérif au milieu de l'allée avec les flingues sortis, mais un shérif gentiment dans sa rocking chair en train de fumer une cigarette. Et donc, c'est la posture que nous adoptons sur ce sujet en essayant de montrer qu'on est là. Et donc, nous allons ouvrir, d'ici la fin de l'année, un portail qui fera de la pédagogie sur la question des fréquences libres pour montrer que ça s'organise bien, qu'il n'y a pas de souci et que notamment tous les utilisateurs, toutes les grandes industries, toutes les industries de réseau, tous les acteurs qui sont intéressés par l'Internet des objets peuvent se lancer avec confiance dans cette technologie. On mettra aussi un dispositif de remontée des problèmes si, effectivement, il y a des difficultés pour qu'on puisse les résoudre.
Le deuxième enjeu en tant que régulateur, c'est qu'il faut écouter les signaux faibles. Le problème du régulateur, c'est qu'il est assailli par les grands acteurs. On les adore, je veux dire, on les reçoit avec un grand plaisir. Ce sont des gens charmants, extrêmement intelligents. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Et c'est vrai que la plupart de nos décisions concernent ces acteurs. Mais il faut qu'on arrive à entendre des gens qui n'ont pas le réflexe de venir nous voir, parce qu'ils sont trop petits ou parce qu'ils nous considèrent comme des espèces de monstres froids prenant des décisions administratives. Au contraire, ces gens-là, ils doivent être au cœur de nos stratégies. Et donc, il faut qu'on ouvre nos chakras. Il faut vraiment qu'on soit ouvert à des acteurs extrêmement différents, extrêmement disruptifs, qui nous parlent de modèles économiques totalement non évidents. Il faut qu'on soit ouvert à ces disruptions, il faut qu'on soit ouvert à tous ces barbares. Et donc, à l'ARCEP, c'est la raison pour laquelle nous avons pris un ticket à Station F. Vous savez que la French Tech est présente à Station F, à la rencontre des startups, de tout l'écosystème français, évidemment, parce que c'est un peu le point de ralliement de toute la French Tech qui est là. Et donc, nous irons à leur contact pour les comprendre, pour entendre leurs besoins, pour être vraiment à leur écoute. Et puis, peut-être de manière plus importante, je le disais, le régulateur, parfois, sa meilleure action, c'est de ne rien faire. Parfois, il peut même faire encore moins que rien. Ça devient compliqué, là. Ça commence à faire moins que moins, mais on vous suit. Et donc, ce que nous allons mettre en place, c'est un bac à sable réglementaire. Donc, vous savez que la notion de bac à sable réglementaire a été inventé, enfin testé, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, nous vient de l'autre côté de la Manche, dans le domaine financier, où donc il y a un regulatory sandbox qui a été mis en place pour les acteurs de la fintech, donc qui est un dispositif dans lequel, quand vous êtes une start-up, quand vous êtes une entreprise qui a un projet dont le chiffre d'affaires ou le nombre de clients est limité, eh bien, que vous puissiez avoir un statut spécial. Ce n'est pas de l'expérimentation, attention, hein. C'est un statut qui vous permet de lancer totalement votre produit sans être soumis à l'ensemble de la régulation. Donc, nous avons obtenu ce dispositif dans le cadre de la loi Le Maire. Demain, une start-up va pouvoir venir à l'ARCEP. Nous allons tamponner un statut à un moment. Et grâce à ça, elle ne sera pas dans l'obligation de mettre en œuvre l'ensemble de la régulation, y compris, et j'insiste sur ce point, le droit de la consommation, qui peut parfois être très important. Parce que nous voulons favoriser l'entrée de ces startups. Nous pensons que the next big thing dans le monde des télécoms, c'est potentiellement une entreprise qui n'existe pas, ou c'est une startup. En tout cas, ce n'est pas que les grands opérateurs habituels. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Je ne sais pas quels sont les résultats qu'on obtiendra, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que maintenant que j'arrive à la fin de mon mandat de chairman du BEREC cette année, puisque c'est un mandat d'1 an, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à exercer, mon seul regret, c'est de ne pas avoir entendu parler de ces sujets suffisamment à Bruxelles, d'avoir entendu parler de comment est-ce qu'il fallait réguler au moins les gros. Bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est essentiel, mais qu'on ne se pose pas assez la question de comment est-ce qu'on favorise, en étant modeste, vous voyez bien que ce sont des choses très modestes, comment est-ce qu'on favorise l'émergence de grands acteurs du net, du numérique, qui, demain, permettront vraiment d'être des game changers au niveau mondial. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et bravo encore, Lydie. Sébastien Soriano, ou l'opération réconciliation des régulateurs et de l'écosystème communauté. Merci infiniment à vous.